Comment ça va les gars? Ce matin j'arrivais pas à travailler, du coup je me suis dit autant prendre la caméra, faire une petite vidéo facecam pour YouTube et comme ça au moins ça me permet de reprendre, reprendre des idées, entraîner ma voix devant la caméra, ça me permet d'entraîner mon improvisation, etc. Et ça me permet de nourrir aussi mon contenu sur YouTube. Donc je voulais vous dire que j'ai pas mal évolué dans mes schémas de pensée ces derniers jours. Et du coup, je vais faire une vidéo rapide pour récapituler où j'en suis et où j'ai envie d'être. Donc déjà, les gars, j'ai pris la décision de vraiment me concentrer un maximum sur les vidéos courtes. C'est pour ça que vous allez voir peu de vidéos YouTube et des vidéos YouTube vraiment de moi qui parle de manière 100% authentique pendant plusieurs minutes devant la caméra. Parce que pour le moment, j'ai pas de l'énergie à consacrer à YouTube, ni du temps. Et ça prend du temps, YouTube, c'est très très long. Faut trouver des idées, faut scripter, etc. Donc je préfère me consacrer pour devenir le meilleur sur Insta. Parce qu'on va pas se mentir, sur TikTok actuellement, je fais très peu de vues. J'ai plusieurs hypothèses. Bah, déjà, ma première hypothèse, c'est que l'algorithme TikTok encourage énormément les vidéos, enfin les utilisateurs qui postent énormément, au minimum une fois par jour, minimum une fois tous les 2 jours peut-être. Et le format que je fais est plus adapté pour Instagram, parce que c'est un format qui est plus long, plus réfléchi, plus connecté à une audience. C'est pas, je suis pas en train de me glazer, mais globalement c'est ça. Et du coup les gars aussi, petit récapitulatif, on est le 19 novembre, et il y a combien de jours? Je crois qu'il y a 6 jours, j'ai sorti une vidéo où j'étais au jour 3 d'un pseudo monk mode, et depuis ce jour-là, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, j'ai fait un peu n'importe quoi. Les 3 premiers jours du monk mode, et je vais vous reparler juste après, pourquoi est-ce que je pense que c'est une mauvaise idée le monk mode, et enfin pourquoi est-ce que c'est un peu gênant entre guillemets. Et c'est pas juste gênant, c'est pas cohérent en fait. Mais en fait, après ces 3 premiers jours où j'étais concentré un maximum, je me levais à 5h30, je travaillais beaucoup, 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 10, 11, 12 heures par jour. Et en fait, j'ai juste fait un crash out. C'est pas même pas que j'étais fatigué ou quoi que ce soit, c'est juste j'ai perdu du sens. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Les 3 premiers jours, c'est chimique en fait, c'est mathématique. Les 3 premiers jours, je montais une vidéo qui m'avait pris beaucoup de temps à faire. Et du coup, les 3 premiers jours, j'étais hype. Parce que le jour 1, j'ai filmé ma vidéo. Enfin, le jour 1, j'ai préparé le script de ma vidéo. Le jour 2, je me suis levé à 5h. J'avais une raison de me lever parce que je me suis dit, je vais filmer la vidéo dehors. Donc à 5h30 et tout, j'ai filmé la vidéo. Et comme j'ai pris tellement de temps à faire cette vidéo et que j'ai pas eu le temps de finir le montage le soir, le jour 3, je me suis dit, j'avais une raison de me lever. Je me suis dit, il faut que je finisse la vidéo, il faut que je finisse la vidéo. Et comme ça, je la poste rapidement. Le jour 4, une fois que j'ai posté ma vidéo, plus de raison de me lever. Enfin, j'aurais pu juste repartir sur une nouvelle vidéo, mais en fait, ça arrive à toutes les personnes qui créent du contenu. Une fois que tu as posté ta vidéo, souvent tu ressens un espèce de vide post-post en fait. Post-post. Donc post du verbe latin, je crois que c'est du latin, après, après le post-post, tu ressens un vide. Donc voilà, ça c'est mon schéma de pensée. Et aussi, j'ai remarqué que chimiquement, dans la plupart des habitudes que tu fais, le jour 3, 4, 5, c'est le moment critique qui va décider si tu vas continuer une habitude ou pas. C'est un moment décisif. Donc le lever à 5h30, les 3 premiers jours, pour être honnête, ça m'a pas demandé tant d'efforts que ça. C'est-à-dire que j'étais pas du tout dégoûté de me lever à 5h. Je me suis levé, cash, je faisais ma routine, je me mettais de l'eau sur le visage, je me brossais les dents, j'allais prier. Et le jour 4, les gars, c'est là où j'ai commencé à faire n'importe quoi. Le jour 4, je me suis levé, il était 5h30, il était 5h27, parce que mon alarme elle sonne à 5h27. Je me lève. En fait, je mets mon alarme dans la salle de bain, donc je marche jusqu'à la salle de bain, qui est à 5 mètres de mon lit. À chaque fois, je pose mon téléphone au-dessus d'un verre d'eau, parce que dès que j'éteins l'alarme, j'enlève mon téléphone, je le mets de côté, je bois mon verre d'eau, je me brosse les dents, je me lave le visage, je fais mon lit et je prie. Or, cette fois-ci, j'ai pris mon téléphone, j'avais soif, donc j'ai bu, et sauf que j'étais toujours à moitié endormi, je me suis dit, non, j'ai même pas de vidéo à poster.
j'ai même pas d'idée de script, pourquoi est-ce que je devrais me lever aussitôt? Et j'étais même pas fatigué, les gars, c'est ça le pire, je vous promets que quand je me suis levé le quatrième jour à 5h30, j'étais pas fatigué, j'étais prêt à me lever, mais je sais pas pourquoi, les gars, j'ai choke et je me suis recouché. Et à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai shifté d'identité. Avant, j'étais dans l'identité du mec qui se lève à 5h30, quoi qu'il arrive, j'étais en mode oui, moi je me lève à 5h30 parce que c'est comme ça, c'est ancré dans mon identité. Et sauf qu'une fois que j'ai raté mon réveil une fois, je me suis dit non, en fait, c'est pas vraiment ancré dans mon identité, en fait, c'est moi qui me dis qu'il faut que je me lève. Nanana. Cercle vicieux, j'ai arrêté de me lever à 5h30, donc là, les gars, ça fait plusieurs fois d'affilée que je me lève pas à 5h30, ce qui est pas grave, ce qui est un moment d'apprentissage pour moi. Maintenant, je me lève. Ce matin, je me suis levé à 7h. Sur le long terme, je pense que j'aimerais bien continuer à me lever à 5h30 parce que c'est vraiment le moment où je suis le plus productif, mais c'est pas grave, les gars. C'est pas parce que vous ne vous levez pas à 5h30 que vous n'allez pas réussir. Bref. Mais pourquoi est-ce que le monk mode pour moi c'était. J'ai une réalisation en fait. Le monk mode, les gars, c'est. Hormis le fait que ce soit juste une trend entre guillemets et un moyen pour les youtubeurs, dev perso, etc., de toucher une nouvelle audience et d'avoir un narratif qui touche l'audience, parce qu'en fait, chaque créateur de contenu, chaque entrepreneur qui veut vendre une idée, par exemple, pourquoi je fais la voix d'Alexis Chance, qui veut vendre par exemple le Monk Mode, forcément il invente ce qu'on appelle un narratif, donc un storytelling en fait, vraiment. Narratif, c'est un peu le mot français pour le storytelling, autour de son image de marque. Donc imaginons que demain, on est d'accord, on a tous entendu parler du Monk Mode, enfin la plupart des personnes qui regardent cette vidéo ont sûrement entendu parler du Monk Mode sur YouTube, en regardant une vidéo d'un youtubeur qui dit oui, le Monk Mode et tout. L'univers autour de cette idée qui est le Monk Mode, c'est inventé pour booster l'engagement, pour assembler des personnes vers un mouvement. Quand tu crées des mots et que tu identifies ton audience à ces mots, ton audience s'identifie elle-même à ton narratif et sont plus soudés, donc vont avoir tendance à regarder plus tes vidéos parce qu'ils sont en mode oui, le monk mode c'est moi je connais ça, les autres connaissent pas, tu vois. Donc hormis ce facteur-là, qui est que le monk mode ça reste une trend, ce qui m'a dérangé c'est que pour moi ça devrait être pas quelque chose que tu forces, genre tu vas pas te dire ouais demain je rentre en monk mode, ça n'a pas de sens. C'est plutôt une fois que tu as trouvé vraiment un sens et une mission à ce que tu veux faire dans la vie, moi par exemple c'est créer des vidéos et atteindre tel palier, une fois que tu as trouvé cette mission, dans ce cas-là, travaille, d'accord, travaille dur, mais commence pas à mettre des mots sur quelque chose juste pour mettre des mots sur quelque chose, tu vois. Commence pas à dire oui je suis en monk mode juste parce que tu travailles plus, tu vois. Ça n'a pas de sens. Et également les gars, je suis pas d'accord avec les personnes qui disent qu'il faut se couper des gens. Faut pas se couper des gens quand tu travailles. Faut se couper des interactions qui ne t'apportent pas de positif, mais t'es pas obligé aussi d'avoir des interactions uniquement productives. T'es pas obligé de discuter avec des personnes juste dans le but d'attraper de la valeur et de mettre de côté toutes les discussions qui t'apportent de la bonne humeur, des rires, etc. Donc ça c'est quelque chose que j'essaie de faire aussi. Faut pas toujours voir les choses bonnes, mauvais. Il y a des choses bonnes partout et des choses mauvaises partout. Et il y a aussi de la neutralité. Tu peux avoir des discussions où sur le fond, vous parlez de quelque chose d'intéressant, sur la forme, c'est pas forcément si intéressant que ça. Donc voilà, je suis parti un petit peu loin. Tout ça pour vous dire que c'était un petit récapitulatif de ces derniers jours. J'ai été moins productif, j'ai perdu de la vitesse, et c'est pas grave, parce que encore une fois, il n'y a rien de. Le vrai échec, les gars, c'est juste. C'est un peu bateau ce que je vais dire, mais le vrai échec, c'est juste de pas se relever, tu vois. C'est une banalité ce que je vais dire, mais c'est tellement vrai. Le seul moment où tu échoues, c'est quand tu tombes. Imaginons, tu te lèves, tu regardes une vidéo YouTube alors que tu aurais dû écrire ton script à la place. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que si tu regardes cette vidéo YouTube, ça entraîne une réaction en chaîne. Tu te dis non, du coup, je vais pas faire ça, je vais pas faire ça, je vais pas faire ça. Petit à petit, sur plusieurs jours, tu fais plus rien. Là, c'est compliqué. Et là, c'est quelque chose qu'il faut résoudre. Mais quand c'est sur ponctuellement et tout, faut vous rappeler qu'on est humain et que, au final, tu peux pas non plus
tout changer dans ta vie, tu peux pas attendre le parfait partout. Voilà. Donc c'était un petit récapitulatif. On est déjà à 10 minutes de vidéo. Je vais pas faire de cut dans cette vidéo parce que il faut que j'aille terminer mon réel. Et ce matin, je manquais d'énergie et d'inspiration. Il faut que j'aille filmer dehors, donc je vais faire ça juste après. En description, il y a toujours le lien de ma newsletter. On va parler de la newsletter. Juste après, on va parler de comment est-ce que je compte monétiser et comment est-ce que je compte. Pourquoi est-ce que la newsletter c'est important aussi. Et donc, si tu veux rejoindre la newsletter, n'hésite pas. J'essaye vraiment d'envoyer des emails de valeur et pas juste du spam. Donc, n'hésite pas à rejoindre. Et en plus, tu pourras accéder à mes templates. Bref. Les gars, la monétisation. Parlons de la monétisation. Pourquoi est-ce que c'est si dur de monétiser et pourquoi est-ce que d'un autre côté c'est pas si dur. Quand j'avais une chaîne YouTube à l'époque, une chaîne YouTube, le problème, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'étais tellement obsédé par l'idée de la monétisation d'audience, de tirer profit de mon audience et tout, pas dans le sens malsain, mais dans le sens échange de valeur, que j'ai brusqué les choses. J'ai voulu proposer une offre payante à mon audience qui n'était pas du tout market fit, qui n'était pas du tout, comment dire, j'ai voulu vendre quelque chose que mon audience n'achèterait pas, qui n'est pas intéressé. Enfin, j'ai voulu vendre un produit qui n'était pas intéressant pour mon audience. Euh, pour moi, une des clés de la monétisation d'audience, c'est la patience. Pas chercher à brusquer les choses, pas chercher à vendre pour vendre. Le long terme gagnera toujours. Et surtout, quand tu es un créateur débutant comme moi, concentre-toi sur faire des vidéos et les meilleures vidéos possibles. Concentre-toi pas sur oui, il faut que je prépare mon audience à vendre un produit et tout. Aussi, une des pires erreurs que j'ai. Enfin, pour moi, un des pires conseils que j'ai entendu, et peut-être que je me trompe totalement, mais pour moi, c'est vraiment un mauvais conseil. C'est à l'époque, il y avait des personnes qui disaient oui, le meilleur business model à lancer, c'est créer une chaîne YouTube avec un produit et parle de ton produit à chaque vidéo, etc. Pour moi, c'est vraiment pas optimal. À part si tu es vraiment dans une niche ultra spécifique, imaginons que tu sois, je sais pas, expert dans le mal de dos pour les personnes âgées. Dans ce cas-là, ça fait sens parce que je peux vendre un produit spécifique. Mais si tu es quelqu'un comme moi qui fait des vidéos plus larges sur le storytelling chrétien, sur le développement personnel, sur tout ça, en fait, il n'y a pas d'intérêt à vendre un produit dès le début parce que les gens vont voir que c'est pas le problème que ce soit un échange de valeur. Le problème, c'est que les gens vont voir que tu essaies de leur vendre un truc, ce qui n'est pas mal en soi, mais au final, tu fakes ton authenticité. C'est mieux de commencer en faisant quelque chose que tu aimes vraiment. Du coup, moi, ce que j'aime vraiment, c'est faire des vidéos, j'aime filmer, j'aime scripter et tout. Et après, quand tu auras 10, 30, 50 000 abonnés, que ton audience sera prête, qualifiée et a un réel besoin, c'est à ce moment-là que tu peux penser à la monétisation. Et pour moi, ça sert à rien de brusquer les choses. Pour moi, la patience, c'est la clé. Et comment est-ce que moi je compte monétiser mon audience? Pour être 100% honnête avec vous, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore comment je vais monétiser mon audience. Je ne sais pas encore ce que mon audience veut. Je ne sais pas encore ce que je suis prêt à vendre. Une chose est claire, c'est que j'ai pas envie de vendre un produit où on aura l'impression, ou pas juste une impression, mais où je monétiserai la foi chrétienne. Par exemple, un produit, oui, rejoins notre communauté de chrétiens où on apprend avec des meilleurs chrétiens et tout. Pour moi, ça n'a pas de sens. Certes, il y a des chrétiens qui sont plus pratiquants que d'autres, qui ont réussi à se rapprocher plus de Dieu que d'autres, je le pense vraiment, parce qu'à la fin de la journée, en tant que chrétien, notre but c'est de se rapprocher un maximum de Jésus, donc d'essayer de lui ressembler chaque jour, même si on restera toujours à vie pécheur, hein, y a pas de doute là-dessus. Je veux pas commencer à monétiser la foi en disant, en vendant des trucs en rapport avec ça. Je dis pas que c'est forcément mal, je dis pas que tous les créateurs ne doivent pas monétiser la foi. Il y a des personnes qui vendent des e-books dans la niche catholique par exemple. Il y a des catholiques qui vendent des e-books, j'ai pas d'exemple en tête, mais en rapport avec la religion, il n'y a pas de problème à ça. C'est des personnes qui ont une expertise, parfois c'est des personnes qui sont euh, au séminaire, des prêtres ou quoi que ce soit, qui ont totalement la légitimité, parce qu'ils ont étudié pendant longtemps les textes religieux, ils ont la légitimité de vendre un truc
Mais dans ce cas-là, moi, ce que je ferais, c'est que je vendrais pas un truc pour devenir un meilleur chrétien, parce que pour moi, ça, c'est un petit peu litigieux. Je vendrais un truc qui apporte un savoir. Par exemple, 300 études bibliques pour l'année. Ou c'est genre un guide où chaque jour de l'année, tu as une étude biblique à faire. Tu vois, ça, c'est un bon produit pour moi. Bien sûr, il faut le marketer mieux, mais c'est pas bête de vendre ça, tu vois. Quand tu as la connaissance, tu peux te permettre de vendre ça. Après, pour moi, un truc que j'ai réalisé, c'est que les formations, c'est pas le futur. C'est fini. Les formations en ligne, pour moi, c'était bien avant. Il y a encore des personnes à l'heure actuelle qui font beaucoup d'argent avec les formations en ligne. Et pour moi, le problème, c'est que t'as beau faire la meilleure formation, t'as beau créer vraiment un truc de fou qui vaut 10 fois plus que son prix, vendre un produit à, je sais pas, une formation à 47 € qui en vaut 10 fois plus avec plein de modules vraiment expliqués au maximum avec toutes les clés en main pour qu'un débutant puisse réussir. L'aspect formation n'est pas optimal parce que c'est juste, tout dépend de la personne qui l'achète. Tu peux avoir quelqu'un de déterminé qui achète une formation et qui réussit parce qu'elle est déterminée et qu'elle a le mindset qui va avec, les actions qui vont avec. Tu peux avoir une personne qui n'est juste, peu importe la formation, peu importe la valeur de la formation, n'est juste pas prête à passer à l'action et donc réussira pas. C'est pour ça que le modèle formation est entre guillemets mort parce que déjà tu peux pas recueillir. C'est très dur de recueillir des témoignages positifs et des avis clients positifs quand tu as une formation parce que les clients n'ont souvent pas de résultats. Parce qu'ils mettent pas en pratique ce qui. Même s'ils ont tout l'or du monde dans les conseils qu'ils écoutent, ils vont pas les mettre en pratique, donc tu vas pas avoir de résultats clients. C'est pour ça que pour moi, le futur, c'est déjà les communautés. Parce que avoir des feedbacks, c'est la base maintenant. Avoir des feedbacks, si t'as pas de feedback sur tes vidéos, c'est très très compliqué de t'améliorer. Tu peux te feedback toi-même, mais au bout d'un moment, il faut aussi un feedback extérieur. Donc, avoir des feedbacks, c'est ça qui fait la force d'une communauté. C'est tellement, tellement fort. Les appels en groupe, c'est extrêmement fort. En fait, vraiment, l'aspect communautaire, pour moi, ça regroupe tout. Ça regroupe les points forts d'une formation et ça comble les points faibles de la formation. C'est-à-dire que dans une formation, tu as le contenu, mais t'as pas de partenaire qui va te dire ouais, aujourd'hui, il faut que tu appliques, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Alors, dans la communauté, tu as la formation et en plus, tu as un groupe qui te tient, qui te met la pression pour que tu avances, tu vois. Si t'es dans une bonne communauté. Si t'es dans une communauté de gens actifs qui sont prêts à travailler dur, tu vas avoir des personnes qui te disent fais ça, fais ça, fais ça. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, je ne vendrai pas de formation. Je sais pas encore. Je dis pas que c'est un scam, parce que j'entends parfois des personnes dire que c'est carrément un scam les formations, mais c'est faux. Pour moi, le scam, c'est plus la manière dont tu marketes ta formation et les personnes qui achètent ta formation. Je vais m'expliquer là-dessus. Pour moi, le scam, c'est les personnes qui font miroiter toutes sortes de choses, qui font miroiter toutes sortes de choses à propos des résultats que va leur apporter une formation. Pour moi, ça, c'est pas du scam, mais c'est limite, parce que tu joues avec ton audience, encore une fois. Je parle des personnes qui. Leur business model repose uniquement sur la vente de rêves. Tu vends à ton audience le lifestyle, tu vends à ton audience le résultat rêvé, et tu sais très bien que si elle achète une formation, c'est pas ça qui va la rendre riche, parce que, encore une fois, une formation, t'as beau avoir la meilleure formation du monde, si tu passes pas à l'action, il va rien se passer. Donc voilà, je voulais pas trop m'étirer là-dessus, parce que je pense qu'on a déjà fait le tour. Mais pour moi, les formations, c'est pas un scam. Ça peut être très bien, mais c'est pas optimal pour ton audience. C'est simple à vendre, c'est simple à créer, tu peux la vendre à l'infini. C'est simple, oui, c'est simple à vendre, c'est plus simple à vendre une formation. Parce que peu importe ce qu'on dise, les gens disent oui, c'est plus simple de vendre un produit à 1000 € à une personne que 10 produits à 100 € à 10 personnes. Je suis pas vraiment d'accord. C'est dur de vendre. Surtout que ça correspond pas enfin, comment est-ce que je peux dire ça? En fonction de ta personnalité, tu vas pas vendre le même produit que ton voisin, par exemple. Personnellement, je sais que j'ai du mal avec l'aspect vente. Je suis quelqu'un qui a du mal avec tout simplement je sais pas comment dire, la communication peut-être la communication. Donc vendre des produits très chers, des formations, enfin des accompagnements à 2 3 000 euros, c'est pas quelque chose qui me convient parce que pour le moment en tout cas,
je me sens ni légitime, ni euh, confiant à vendre une formation aussi chère, à vendre un accompagnement à ce prix-là, parce que je sais que derrière en appel de vente, j'aime pas inciter les gens à acheter un produit, etc. Moi, je préfère les trucs où je suis sûr de ce que je vends. Je promets rien, je promets pas des résultats hallucinants. Juste, je suis sûr de ce que je vends. Je vends un truc que je sais que je sais être de la qualité. C'est pour ça que ça dépend de la personne. Peut-être que demain, par exemple, moi j'ai un pote, il est bon en closing, il sait comment vendre des formations chères, il sait comment vendre des accompagnements chers, et ça lui convient. Et je pense qu'il apporte, bah, il me le montre, il apporte des vrais résultats à ses clients. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Juste moi, c'est pas dans ma personnalité actuellement. C'est peut-être une lacune que j'ai à combler, mais c'est peut-être juste aussi ma personnalité. J'aime pas vendre des trucs aussi chers. Donc voilà, les gars, je suis parti loin dans cette vidéo et je sais qu'elle est pas forcément très amusante à regarder. Enfin, ça dépend. En fait, faites-vous la vie que vous voulez. Je voulais juste faire une vidéo parce que maintenant je vais faire des vidéos comme ça. Et quand j'aurai bien monté mon Insta, je consacrerai plus de temps à YouTube, vraiment. Parce que YouTube c'est très important. Donc voilà les gars. Euh, Moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me suivre sur Insta. Tout est dans la description. Et ciao. Ciao, 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 ciao.